Voilà, alors, vous savez quoi? Vous savez qu'on peut partager les choses en ce qui concerne le premier trimestre, early first trimester, hein, c'est-à-dire avant 11 semaines, et puis la morphologie qui est dans le cadre de l'examen habituel du premier trimestre, c'est-à-dire 11-14 semaines, et vous savez que c'est plutôt que de parler de 11-14 semaines, on parle des repères de la carte médicale, c'est-à-dire pour des LCC entre 45 et 84 mm, puisque c'est là que c'est validé. Alors, la morphologie avant 11 semaines, vous avez ici un embryon, on est encore au stade embryonnaire, à 8 semaines et 4 jours, et ça vous explique un peu ce que vous voyez quand vous faites des échos de datation, c'est-à-dire qu'au niveau de l'extrémité céphalique, vous voyez des tas de zones qui sont à l'écho. C'est bon? Alors, vous voyez de nombreuses zones anéchogènes, et je vous ai marqué ici 3 flèches de couleurs différentes. Télencéphale, diencéphale, rhombencéphale. D'accord? Et donc, on retrouve ces images, ces flèches ici, les deux vésicules télencéphaliques, et vous voyez que dès 8 semaines et demie, vous pouvez faire le diagnostic d'holoprosencéphalie à l'ovaire, et que vous pouvez effectivement aussi vous faire des idées sur la fosse postérieure en sachant que la vésicule rhombencéphalique est souvent apparaît comme extrêmement grosse. Voilà. Alors ça, c'est les vésicules cérébrales. Vous voyez à cette semaine-là les deux vésicules téléencéphaliques qui sont en avant. Ce qui est bleu foncé, c'est le diencéphale. Le rouge, c'est la vésicule rhombencéphalique. Et puis le jaune et le violet, c'est les parties postérieures des ventricules latéraux. Et avec le mode silhouette qu'on a ici, on voit très bien, vous voyez, ces deux ventricules latéraux, le diencéphale et la vésicule rhombencéphalique. Alors, en ce qui concerne les membres, on peut voir les membres très tôt. Vous voyez qu'à 9 semaines, les membres, on les voit très bien ici. D'ailleurs, on peut très bien imaginer que dans une ostéochondrodysplasie majeure, on n'est pas les mains qui arrivent ici. Regardez, elles sont au même niveau. Okay, s'il y a une ostéochondrodysplasie, il peut être comme ça. Les membres inférieurs, vous voyez que la face interne du pied, elle est tournée vers l'intérieur. Ce n'est que vers 11 semaines qu'ils vont avoir cette rotation externe qui vont faire que les pieds vont être dans l'axe de la jambe, alors que là, le pied est comme s'il y avait un pied beau, exactement. Et puis bien sûr qu'avec du 3D, je veux dire, vous avez une fois pour toutes visualisé les 4 membres et vous êtes tranquille à ce sujet. Alors en ce qui concerne l'abdomen, il y a une particularité bien sûr dans ce premier trimestre, dans ce début du premier trimestre, c'est la présence de la hernie ombilicale physiologique. Alors la hernie ombilicale physiologique, elle existe pourquoi? Elle existe parce qu'il y a une croissance extrêmement rapide de l'intestin de l'embryon, que cet intestin se met un peu partout où il peut, et il se met dans le cordon, et ce n'est que vers 11 semaines, voire un tout petit peu plus, qu'il va réintégrer la cavité abdominale, et donc évidemment il est absolument, totalement hors de question de parler d'omphalocèle. À ce terme-là, c'est une hernie ombilicale physiologique. En ce qui concerne le rachis, vous voyez qu'avec ici un mode qui est un mode VCI, on peut très bien voir la gouttière rachidienne avec ses bords qui sont tout à fait parallèles. Et je me rappelle très bien qu'il y a un Norvégien qui s'appelle Hans Gerblas qui nous avait montré il y a déjà de nombreuses années des images de spina à 9 semaines. Et effectivement, on peut penser que sur un gros spina, ça se verra. On peut déjà, en ce qui concerne le cœur, on a 10 semaines et 2 jours, et on arrive très bien à voir les 2 oreillers de ventricule et les 2 gros vaisseaux qui partent du cœur, l'artère pulmonaire et l'aorte. Et donc, en résumé, ça fait ça.
Alors, pourquoi l'autre ne démarre pas, j'en sais rien. Vous voyez qu'on peut se faire déjà une assez bonne idée des structures. Ici, on a vu très bien, évidemment, les pieds, vous voyez, qui sont face à face. Le tubercule génital, il ne faut rien en dire dans cet axe-là. L'aéronie ombilicale physiologique. Ici, on voit la veine ombilicale et l'estomac. On monte au niveau du cœur, on voit 2 ventricules. Pas plus, il ne faut pas exagérer. Et puis, l'extrémité céphalique avec, regardez, la vésicule céphalique, la poche de Blake ici, ok, et puis ici, le diencéphale et les vésicules télencéphaliques. Ensuite, en ce qui concerne le 3D, on peut effectivement faire du 3D, et vous pouvez voir ici qu'on a des images qui sont tout à fait pertinentes. Et je pense que c'est très intéressant pour l'histoire des membres, qui sont quand même un vrai problème. Vous avez entendu parler d'une histoire en France là où on s'interroge savoir pourquoi il y a des anomalies des membres. Le problème, c'est que, alors j'ai vaguement entendu un jour dans un commentaire à la radio, quelqu'un disait de toute façon on ne peut pas voir à l'échographie. Je ne sais pas qui a dit ça, mais bon. L'avantage du volumique, c'est que vous pouvez montrer que les 4 membres, ils y sont. Ok, et c'est indiscutable. C'est un volumique endovaginal. Ouais. Donc on peut faire le volume avec les sondes endovaginales. Bien sûr. Ça tout aussi bien les deux là, la 5-9 et la 6-12, les 5-9 que tu as, certainement, elles marchent très bien pour ça. Je vous demande 5 secondes parce que je veux juste vérifier un petit truc parce que je pense qu'il y a une petite bêtise là-dedans. C'est juste, je veux juste vous montrer. En fait, parce que je crois qu'il m'a copié une autre présentation et je n'ai pas l'annulation. Voilà. Très bien. Alors. Maintenant, on va passer à la morphologie. Pardon. Là, je vous ai dit, vous n'avez pas montré celui-là encore, 10 semaines plus 2 jours. Ça va. En plus, l'œil, l'oreille. Alors, maintenant, vous savez là aussi qu'il y a eu il y aura, ça va durer, je sais pas combien de temps, des polémiques sur ce qu'on doit voir, sur si on peut en voir en plus, s'il faut le voir, s'il ne faut pas le voir, enfin c'est une histoire de fou. Vous savez certainement que moi je suis parmi les gens qui pensent que quand on fait une échographie, il faut la faire complète et que je ne vois pas pourquoi on dirait ah ben non ça je ne le regarde pas. Bon, voilà. Donc il y a en tout cas des recommandations qui ont été faites d'une part par le Comité national technique de l'échographie, ça c'était en 2005, puis ça a été repris par la CNEOF en 2016 avec aucun changement pour le premier trimestre, et donc il y a au moins une morphologie indispensable de base, c'est-à-dire ce qui doit figurer, le minimum qui doit figurer dans une morpho correcte. Alors, c'est quoi en ce qui concerne la morphologie? C'est les contours de la boîte crânienne, absence de particularité de la ligne médiane, paroi abdominale antérieure, 4 membres avec 3 segments, et j'ai rajouté, parce qu'évidemment ça me paraît faire partie de la morpho, le volume amniotique et l'aspect du trophoblaste. Alors, les contours de la boîte crânienne et la ligne médiane, parce que quand même, ça va ensemble. Donc, on fait une coupe de l'extrémité axiale de l'extrémité céphalique du fœtus. On a effectivement la boîte crânienne. On a des plaques osseuses qui sont assez espacées, c'est normal parce que les sutures sont encore très très larges. Et puis, on voit très bien quand on fait cette coupe, ici, qu'il y a la folie du cerveau, avec, ça c'est quoi? Ces hémisphères cérébraux, ça? Ça, c'est les plexus choroïdes. Les hémisphères cérébraux, ils sont quasiment réduits à une petite feuille ici, sur le côté. Le diencéphale, et ça, c'est quoi? L'aqueduc de Sylvius, qui est effectivement, autant il apparaît petit après, autant il est gros à ce terme.
La paroi abdominale antérieure. La paroi abdominale antérieure, si vous ne voulez pas avoir de soucis, en particulier risquer de passer à côté d'un petit laparosclésis, je vous suggère vivement de faire une coupe sagittale et une coupe axiale, où vous voyez très bien l'insertion de cordon sur cette paroi. Et puis bien sûr, toujours pareil, vous pouvez utiliser du 3D. Les quatre membres avec les 3 segments. Voilà ici un membre supérieur, enfin des membres supérieurs. Ah, c'est ça le. Il fait trop chaud? Donc quand tu fais quoi là? Tu veux quoi qu'on ait pas Bon, on va l'éteindre. Mais on la met pas glaciale. Alors, membre supérieur, vous voyez qu'on peut voir très bien les mains. Bonjour. La question c'est, est-ce qu'il faut compter ou pas les doigts? Vous voulez pas, madame, vous asseoir, s'il vous plaît? Je veux bien m'asseoir, mais je trouve une Vous place. avez plus de place? Il y a des places, mais on la trouve. Donc moi, personnellement, je pense qu'effectivement, il faut regarder les doigts, et je pense qu'il faut les compter. Il y a tellement de syndromes qu'on peut trouver à partir des anomalies d'extrémité, que franchement, je pense que ça vaut le coup, au moins d'essayer. Les membres supérieurs, je vous ai mis ça parce que j'ai trouvé que ce fœtus il était sympa, vous avez fait le cœur là, comme font dans tous les concerts pop-rock. Les membres inférieurs, les pieds, alors les orteils c'est souvent un peu plus difficile à compter. Ce que vous pouvez voir sans aucun problème, c'est la position du pied par rapport à la jambe. Ça c'est vraiment tout à fait facile et on fait le diagnostic de pied beau dès le premier trimestre. Alors en résumé, ça donne ça. Voilà votre fœtus là, avec ses 4 membres. D'ailleurs, il a ses 5 doigts à chaque main, et puis un balayage. Et vous voyez très bien, effectivement, les membres supérieurs, les membres inférieurs. Et donc, quand vous gardez ça dans un coin de vos archives, et ben vous êtes sûr, si un jour on vous dit, dites donc, vous êtes sûr vous avez bien vu qu'il avait ses mains ou ses pieds, la réponse c'est oui. Alors, la biométrie qui est demandée dans cette morphon indispensable, c'est évidemment la longueur trabéconale, c'est la carte médicale et c'est la mesure du diamètre bipariétal. J'attire votre attention sur un fait extrêmement important. Si vous mesurez correctement la longueur trabéconale et si vous mesurez correctement le BIP, vous devez faire le diagnostic de 50% des spina bifida. Ok, juste ça. Ok, et moi je suis assez frappé parce qu'on voit la dernière, ça c'est un peu améristé cette année, mais la dernière, à Poissy en particulier, on a dû voir 8 spinas ou un truc comme ça, il y en avait 7 qui avaient été diagnostiqués au deuxième trimestre. Et quand on prenait le premier trimestre, on trouvait effectivement la moitié qui avait, si on avait regardé correctement le BIP par rapport à la SCC, et ben le diagnostic aurait été fait. Alors, on peut voir d'autres choses, je crois. Même pas que je crois, c'est que je suis sûr. Alors, en fait, si vous regardez ce TU-là de l'extrémité céphalique, la coupe idéale du BIP, c'est celle-là. Ok, et vous voyez que cette coupe, elle ressemble quand même étrangement à la coupe du deuxième trimestre. Ok, ici, vous êtes un peu plus haut. Ici, vous êtes nettement plus bas au niveau de la fosse postérieure. Et vous voyez qu'on voit très bien le 4e ventricule et ici la poche de Blake, le V4, on est un petit peu plus au-dessus et on voit beaucoup mieux. Et puis évidemment, ce petit point qui est la duc de Sylvius et tout ça est résumé ici. Faux du cerveau en jaune, diencéphale en violet, le vert c'est l'aqueduc et ici c'est le 4e ventricule et la poche de Blake. Et donc, attention à ce que vous dites
La poche de Blake, elle peut persister à l'état tout à fait normal et être visible en coupe axiale jusqu'à 16-17 semaines. Donc mollo sur les diagnostics un peu trop rapides. Alors, ensuite, vous avez entendu parler de la clarté intracrânienne. Alors, la clarté intracrânienne, c'est en fait tout simplement une idée que je trouve assez géniale de la part de mon ami Rabbi Shawi, qui se dit, ben voilà, donc, premier élément, je vais dire, il y a des signes indirects de spina bifida au deuxième trimestre, ça se pourrait bien qu'il y en ait au premier trimestre. Bon. Et c'est vrai. Deuxième élément, je suis obligé de mesurer la longueur crânio-caudale et la clarté nucale sur un plan sagittal strict. Est-ce que sur ce plan sagittal strict, je ne vais pas voir effectivement quelque chose qui pourrait me faire penser qu'il y a une anomalie de fermeture du tube neural? Et donc, il a parfaitement mis en évidence que cette zone ici, qui en fait correspond au quatrième ventricule, eh bien, comme effectivement au deuxième trimestre, ce quatrième ventricule disparaissait quand il y avait un spina bifida ouvert. Alors, le seul, et vous voyez que, en fait, je vous ai mis ici une correspondance avec un mode volumique, et vous voyez que vous avez très bien la correspondance entre le plan axial et le plan sagittal ici, et cette clarté intracrânienne, c'est ça. Il faut évidemment avoir une idée quand même extrêmement précise de l'anatomie, parce qu'il ne faut pas se tromper avec la grande citerne, entre la grande citerne et le V4. Et puis c'est un énorme inconvénient, c'est que c'est pas si facile que ça que ce qu'on peut le penser. Alors pourquoi c'est pas si facile que ça? Parce que si vous regardez ici, pour mesurer la clarté nucale, on s'est mis dans un plan le plus perpendiculaire possible à la peau du fœtus, du dos du fœtus. Ok, donc on est dans ce plan-là. Résultat des courses ici. Énorme cône d'ombre. Et le cône d'ombre, il est en plein au niveau, vous voyez, il vient en plein, et encore je n'ai même pas majoré ici. D'accord? Et donc il y a un travail qui avait été fait par le collège, qui avait été dragué par Raphaël Jeune, qui avait très bien montré que des échographies distinguées, qui font bien l'échographie, dans 50% des cas, ils n'arrivaient pas à voir la clarté intracrânienne. Et donc, c'est un peu dommage. Le cône d'ombre. Et donc, effectivement, vous voyez qu'il faut s'incliner. On peut après mesurer la clarté nucale, mais on peut s'acharner à la chercher en inclinant un petit peu la sonde pour éviter le... On peut s'acharner. On peut s'acharner. Quand c'est un fœtus avec un abord postérieur, c'est déjà beaucoup plus facile. Ok? Mais je vous montrerai une autre astuce. Alors, le tronc cérébral, pourquoi je vous ai montré ça? Parce qu'il y avait, il y a longtemps, en 2002, il avait été montré que les fentes de Bichat, qui sont ces deux zones ici de part et d'autre de Tel Aviv, forment un angle aigu à pointe postérieure que l'on voit, et que je vous ai montré là. Voilà, tac, tac. Ok? Et quand il y a un spina, tout est attiré vers l'arrière, donc au lieu d'être comme ça, elle se parallélise. D'accord? Alors, on peut très bien voir les orbites et les cristallins. Je vous ai mis ici l'artère hyaluronienne, qui est l'artère nourricière du cristallin, dont vous savez qu'après 28 semaines, on ne la voit plus. Alors, je vous ai montré des trucs un peu plus touchy, les cordes vocales. Le pharynx, vous savez ce que c'est, ça? Là, en haut, il y a ma flèche, là. Ici, ce petit point blanc, là. La glotte? Pas la glotte. Exactement. Ok, vous voyez ici les plis vocaux, le pharynx. La parotide, la zone sous-maxillaire, les oreilles. Les oreilles apparaissent toujours basses au premier temps. Ok, donc là aussi, doucement sur les conclusions. La déglutition. Miam, miam.
le maxillaire supérieur. Regardez, on voit les alvéoles dentaires. Entre parenthèses, on pourrait imaginer dans une holopro lobaire qu'on voit ici une incisive médiane. Il y a un téléphone qui sonne. Et ici, la mandibule. C'est ton téléphone ? Alors, ensuite, ici on a une coupe axiale. On voit très bien. Pardon, on a des coupes axiales ici, puisque c'est 108. Et regardez, on voit très bien ici les bords postérieurs du palais. Ok, en fait, le palais secondaire qui est ici, ça se ferme comme un rideau de théâtre. Ok, et donc, ce que vous voyez ici très bien, c'est les bords postérieurs de ces processus palatins. Et comme on est à 12 semaines ici, c'est-à-dire 10 semaines de grossesse, et que le palais se ferme à 10 semaines de grossesse, on voit encore assez bien la synostose ici entre les processus palatins. Évidemment, la mandibule qui est. Alors, ensuite, les OPN. Les OPN, eh ben, effectivement, c'est sur une coupe qui est assez proche de la coupe de la carte nucale. Il faut être bien perpendiculaire. Et donc, les repères, vous les avez. Et vous savez que ces OPN, c'est avec les malformations cardiaques, pratiquement le seul signe qui reste des signes dits annexes de dépistage de la trisomie, puisque, en fait, en ce qui concerne les OPN, on sait que chez les caucasiens, le Lac-Lean ratio, c'est le coefficient de vraisemblance, est de 6. Pour des caucasiens, évidemment. Il faut être perpendiculaire. Vous voyez qu'il faut, dès que vous êtes un tout petit peu oblique, eh bien vous voyez non plus les OPN, mais vous voyez le bord du malaire ici. Et puis vous pouvez utiliser du 3D et vous comprenez très bien en regardant cette image ce que c'est que les OPN, c'est deux petites palettes qui sont comme ça ici, avec un tout petit espace entre les deux que vous pouvez voir là et que vous pouvez voir ici. Alors, le profil, c'est extrêmement facile de regarder le profil au premier trimestre et c'est extrêmement informatif. C'est-à-dire, s'il y a un rétrogradisme majeur, vous allez le voir tout de suite. C'est tout à fait clair. Donc, il faut regarder l'encelure, le bout du nez, la bouche avec la lèvre supérieure, la lèvre inférieure et le menton. Et puis, vous pouvez effectivement faire une coupe frontale et vous voyez ici très bien la lèvre supérieure. Sepulveda avait décrit une image qu'il a appelée le triangle rétronasal, qui est osseux, et ça peut servir pour dépister les fentes, mais les fentes du palais primaire. Vous savez que le palais, il y a un petit bout de palais qui est derrière l'arcade maxillaire supérieure, qui est une fine zone, et puis qu'après, et c'est ce qui est le plus souvent impliqué dans les fentes palatines, les processus palatins, le palais secondaire, est une deuxième partie. Là, dans ce triangle rétronasal, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a les OPN, les malaires et le palais primaire ici, donc effectivement, ça forme un triangle. Et c'est vrai que dans les fentes du palais primaire, on voit très bien qu'il y a un bout qui manque. Donc, pour rechercher les fentes palatines, la langue. Et effectivement, la position de la langue elle peut être intéressante. Le rachis, les clavicules et les côtes. Je parlais tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire du 3D premier trimestre par voie, on peut, la preuve. Ok. La trachée, qu'on voit très bien ici. D'ailleurs, en arrière, le l'œsophage. Vous voyez ici la trachée et en arrière, regardez. Vous voyez ces petites trucs blancs là, tac. Ça c'est l'œsophage, ok. La trachée avec la bifurcation trachéale, la carène là. Et puis ici, deux modes de travail en 3D. Ici, j'ai simplement fait ressortir avec un mode dit maximum ce qui est normalement anéchogène. Et vous voyez qu'on voit la trachée
les branches souches, on voit même la branche lobaire supérieure. Et là, j'ai fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que j'ai rendu les voxels qui étaient déjà peu écogènes, je les ai rendus complètement anécogènes. Les poumons, ce qui est intéressant, c'est évidemment le diaphragme, ok. La vascularisation pulmonaire, ça c'est pour montrer qu'on peut l'avoir. Le diaphragme, vous voyez qu'avec une acquisition volumique et un balayage TUI, eh ben, on a les deux côtés du diaphragme, un côté gauche et côté droit. Et donc il est évidemment très intéressant de vérifier qu'il n'y a pas de hernie diaphragmatique. L'œsophage, vous l'avez déjà vu, mais vous le revoyez. Surtout que ne nous met pas du froid. D'accord? Juste neutre. Rien. No feeling. Voilà, donc ici l'œsophage. Donc je vous ferai remarquer que l'œsophage a 5 feuillets. Ça se voit assez bien ici. Séreux, musculeux, muqueuse. En fait, les deux, c'est comme le trait de vacuité de l'utérus, elles sont accolées. Musculeuse et resserreuse. Et ça fait 5 traits. Est-ce que cet âge, on peut faire un diagnostic? Oui, madame. Je suis absolument certain que c'est plus facile au premier trimestre. Tu vois que s'il manque quelque chose ici, là, je cours après. Je cours après la traiser au premier trimestre. Alors, l'artère sous-clavière droite, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il semble que le fait que l'artère sous-clavière droite, qui passe normalement en avant de la trachée, lorsqu'elle passe en arrière de la trachée, premièrement, c'est ce qu'on voit après dans l'enfance où il peut y avoir des problèmes de dysphagie, mais surtout, ça augmente le risque d'anomalie chromosomique de type trisomie 21. Alors, je vous ai montré, en fait j'ai refait ma présentation et c'est pas la bonne. Là, vous avez ici cette petite artère là que vous voyez là. Vous savez ce que c'est? Mammaire. Hein? Mammaire. Artère mammaire interne. Et c'est la partie verticale de l'artère mammaire interne et qui a un intérêt. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, on voit la partie horizontale de cette artère mammaire interne, ok, et en fait, qui effectivement encadre le thymus et qui fait la thymose. Les artères mammaires internes, c'est les premières branches de division des artères sous-clavières, ok. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que l'artère mammaire interne, elle descend en arrière de la cage thoracique, et c'est d'ailleurs ce dont on se sert pour éventuellement faire des pontages. Alors ensuite, la thyroïde. Il faut repérer quoi? Il faut repérer ça, le cartilage cricoïde. Ensuite, on descend un poil et on est directement sur la thyroïde. Regardez la démonstration ici. Cricoïde, avec en particulier au niveau du cricoïde, une trachée qui est ovale dans le sens antéro-postérieur. Alors que quand on est au niveau de la thyroïde, elle devient tout à fait ronde. Estomac et veine ombilicale, ça c'est comme au deuxième trimestre. Hein. Le pancréas. Le grêle. Attention, le grêle au premier trimestre apparaît toujours hyperécogène, d'autant plus qu'on utilise des sondes à haute fréquence. Donc là aussi, pas de diagnostic USP, le foie. La vésicule biliaire. La vésicule biliaire, vous la verrez plutôt vers 13 que vers 12. La vascularisation abdominale, alors, regardez ici, quand même c'est assez sympa parce que là, vous voyez l'aorte, vous voyez un vaisseau qui part de l'aorte tout droit là, c'est quoi? Les antérieures supérieures. Hein? C'est les intérieurs, non, je vous Attends, tout droit là, celui-là. Les antérieurs supérieurs. C'est quoi? Mésentérique supérieure. Mésentérique supérieure, je suis absolument d'accord. D'autant plus qu'on voit en dessous là la veine rénale gauche qui vient rejoindre la veine cave inférieure. Ok. Et si vous regardez ici, eh ben vous voyez le X là qui est formé par le tronc porte
la veine comporte la veine portale principale et les branches portales antérieure droite et postérieure droite. Alors, le cœur. Il y a deux coupes qui sont vraiment indispensables, c'est la coupe des 4 cavités et la coupe des 3 vaisseaux et de la trachée. Et là, autant en général, je vous dis, le Doppler, ça vient après que vous avez fait un diagnostic, autant là, le Doppler est quasiment indispensable au premier trimestre. Encore faut-il que le Doppler soit bien réglé, ça ira pas plus loin. Donc, voilà l'examen du cœur par voie vaginale ou par voie abdominale. Je vous laisse choisir. Personnellement, j'ai choisi. Bah oui. Alors, évidemment que c'est comme le deuxième trimestre, il faut d'abord repérer la position fétale, vérifier le situs, vérifier l'axe et la position du cœur. Et puis, en ce qui concerne l'examen, donc cet examen, la position fétale ici, ça peut être, à mon avis, plus facile de repérer par voie abdominale, parce qu'on arrive à avoir les côtés, machin et tout. Donc, ça m'arrive assez fréquemment de faire un petit temps abdominal pour être sûr de la position et du situs, et ensuite de passer par voie vaginale. Et puis, là, ici, vous avez, par voie vaginale, vous avez un balayage où je vous montre l'estomac et le cœur qui sont du même côté. D'accord ? Alors bien sûr, vous pouvez utiliser du stick et vous voyez que là, clairement, le cœur et l'estomac sont du même côté. Voilà les aspects normaux, donc couple des 4 cavités, les 2 oreillettes, les 2 ventricules, avec l'aspect assez habituel. Et celui-là il est triangulaire, celui-là il est plutôt long, il va plutôt à la pointe. La coupe des 3 vaisseaux de la trachée avec l'artère pulmonaire, l'aorte, la veine cave supérieure, la trachée. Ici, cette zone assez blanche, c'est l'œsophage. Ça va? On peut éventuellement aller un petit peu plus loin. Regardez ici, continuité septo-aortique. Division de l'artère pulmonaire, les branches de l'artère pulmonaire, les veines pulmonaires. Ok? Autant dire qu'il faut que le Doppler soit plutôt bien réglé. Parce que là, ça me permet de redire un petit mot là sur les veines pulmonaires. Attention au Doppler. Le Doppler, c'est le parfait faux ami en ce qui concerne cette histoire, parce que si le Doppler est mal réglé et que vous avez un retour veineux pulmonaire anormal total, avec un collecteur derrière l'oreille gauche, ça va baver dans tous les sens et vous allez vous faire piéger. Mais on y reviendra tout à l'heure. Alors je vous montre ça parce que c'est un peu touchy, mais c'est intéressant. Vous voyez, ici, on voit la crosse du canal artériel. Le canal artériel, il vient du ventricule droit, donc il vient de l'avant, donc il a une crosse à rayon plus large que la crosse de l'aorte. L'aorte, qui vient du milieu du cœur, elle va rejoindre ici l'aorte descendante en faisant cette crosse. Et vous voyez ici que le raccordement entre ces deux vaisseaux se fait à plein canal. C'est exactement comme si vous aviez une entrée d'autoroute où vous avez l'autoroute 2 voies, l'entrée d'autoroute 2 voies, parfait. Ok ? Et après, il y a 4 voies et tout va bien. Ok ? Si vous avez une coartation de l'aorte, l'entrée des véhicules de droite, elle va se faire sur une file ou une demi-file. Et le résultat des courses, c'est qu'il va y avoir ici une encoche. Et ça, c'est, à mon avis, le meilleur moyen de faire un diagnostic de coartation de l'aorte. Ensuite, on peut utiliser du stick, comme on peut utiliser au premier trimestre. On peut utiliser du stick couleur. Donc, on a tout ce qu'on veut à la main. Les reins, je vous conseille vivement de les regarder par voie frontale. Okay, la coupe frontale me paraît plus facile que la coupe axiale ici. Là, c'est pour faire marronner un peu mon copain Akiki. Ça, c'est du cheveu Doppler, c'est la version BT19 de la machine. Vous voyez qu'on a la vascularisation, premier trimestre, la vascularisation rénale hyper fine. Ici, c'est assez intéressant, et là, pareil. Les surrénales sont grosses au premier trimestre,
tout à fait normal. Regardez, on les voit ici, tac, tac. Ça m'énerve parce que j'ai refait toute la présentation et les flèches sont décalées. Et ici la surrénale qui est comme un chapeau de gendarme sur le rond. La vessie, tac, tac. Alors bien sûr, utiliser le Doppler pour voir les artères médicales et donc repérer votre vessie. C'est d'ailleurs un geste que vous devez avoir l'habitude de faire, quel que soit le terme de la grossesse. Ça vous permettra de repérer les artères médicales uniques. Ça vous permettra, en pensant à mettre le Doppler pour ça, à ne pas passer à côté d'une extrophie vésicale. Et je vous rappelle qu'une vessie au premier trimestre, elle doit mesurer moins de 7 mm dans l'axe, dans le grand axe, sagittal. Alors voilà d'autres images de la vessie. Voilà, là on voit l'artère fémorale. Le sexe, le sexe. Alors, le sexe, tout est basé sur l'inclusion du tubercule génital. Le tubercule génital est très horizontal, c'est-à-dire dans le plan du dos, c'est-à-dire moins 10 degrés, forte présomption que ça qualifie. Il est au contraire au-delà de 30, je dirais même au-delà de 45 degrés, forte présomption que ça soit un garçon. Et si vous ne voulez pas passer pour un âne, si vous avez un doute, vous dites rien, ça vous évitera de vous ramasser. Parce que la dame qui vit au deuxième trimestre, c'est un garçon. Docteur, vous m'avez dit que c'était une fille. Ça fait con. Ça fait con. Alors. Non, mais je veux dire, je pense qu'on n'est pas obligé de le dire. Alors on a souvent une pression, ok. Non, mais on a souvent une pression, et moi je gère la pression de la façon suivante. Premièrement, je suis dans une position vraiment entre les deux. Je dis, madame, je ne peux pas vous dire. C'est trop tôt, je ne peux pas vous dire. Si j'ai une forte présomption, c'est-à-dire 98%, je dis, je pense que c'est une fille, mais on contrôlera avant de le faire. Jamais je dis c'est une fille, c'est sûr. J'ai un exemple comme ça. Je fais une échographie un jour à une jeune fille qui est infirmière, que je connais très bien, qui est venue en stage chez moi plusieurs fois, et donc je lui fais l'échographie, j'ai dit, Barbara, tu dis rien pour l'instant, c'est trop tôt et tout. Ça, c'était 12 semaines. 2 semaines après, je suis invité chez ses parents, il y a toute la famille. Alors, docteur, c'est un garçon. Oh mon Dieu. Elle avait bien écouté ce que je lui avais dit. Alors, bien sûr, regardez le trophoblaste, regardez l'équilamétrie et regardez l'insertion du corps. Ok, ça vous permettra d'éviter des catastrophes ultérieures. Et il y a une deuxième chose que je n'ai pas marquée, mais que vous pouvez regarder, ou je m'encourage vivement à regarder, surtout par les temps qui courent, c'est les cicatrices de césarienne. La cicatrice est-elle protégée ou pas? La biométrie complémentaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ce qu'il y a des points d'interrogation, c'est absolument inutile. Ok, le fémur, si le fémur est très petit, de toute façon, vous le saurez, ok, parce que ce sera tellement petit qu'on n'arrivera même peut-être pas à le voir. Le cervelet, le seul avantage peut-être de le mesurer, c'est d'avoir regardé. Je pense qu'il faut mesurer le PA, et en particulier un déséquilibre entre le PIP et le PA, ou entre le PC et le PA. Attention, ça peut être un retard de croissance précoce, donc ça peut être quoi? Alors, spina pour le bip. Mais si tu as un bip qui est normal et un PC qui est un PA qui est petit. Retard de croissance. Deux anomalies chromosomiques. Lesquelles? Trisomie 18. Tri 18, je suis d'accord. Et triploïdie.